Donc je clique sur document vierge. Vous voyez, ça m'ouvre une page blanche comme ça. Alors Google me donne quelques indications pour m'aider à structurer ma page. Par exemple, je peux mettre un format 100 pages si vous voulez écrire sur une page blanche. Moi, je vous conseille de mettre fermé et de garder la page telle quelle, puisque la page, si vous remarquez, si vous descendez, sur le haut et sur le côté gauche, il y a une règle et on remarque que c'est des centimètres en taille réelle. Et en fait, c'est une page A4, c'est-à-dire qu'une page au format A4, c'est une page qui est au format 21 cm de large par 29,7 cm de haut. Si vous voyez qu'il n'y a pas écrit 21, c'est parce qu'il compte les marges, et donc en fait il fait 18, il met 1,5 de chaque côté, donc 18 plus 1,5 plus 1,5 pour les deux marges, ça vous fait 21 cm de largeur, et pareil sur le côté gauche, ici vous verrez la règle, et ça vous fait 29,7 cm en hauteur. Ce qui fait que tout ce que vous écrivez sur la page, ce sera en taille réelle au moment de l'impression notamment. En haut, vous voyez qu'il y a écrit document sans titre. Si vous voulez changer le titre du document, vous avez juste à cliquer dessus, effacer, puis on va écrire cours sur Google Doc. Je clique à côté, et vous voyez, ça a mis automatiquement sur le côté droit enregistré dans mon Drive. Donc Drive, c'est l'espace de stockage en ligne de Google, et l'avantage, c'est que vous ne risquez pas de perdre vos documents, puisque vous pouvez directement les retrouver après dans votre espace Drive. Si je vais sur l'onglet d'à côté, là dans mon Drive, vous voyez, hop, le cours a été créé automatiquement. Ce qui fait que j'ai plus de problème comme sur Microsoft, où si j'oublie d'enregistrer, je perds mon document. En haut, on a une suite d'onglets. Donc si vous avez l'habitude d'utiliser Word, ou OpenOffice par exemple, qui sont des équivalents, vous ne serez pas perdu, c'est à peu près les mêmes boutons, c'est fait pareil. Il y a quelques changements, notamment au lieu d'avoir des groupes de police, c'est des onglets avec des menus déroulants, c'est-à-dire que si je clique sur affichage, vous voyez, c'est un menu déroulant comme ça, un peu comme sur OpenOffice. Et donc on a plusieurs onglets, on a l'onglet fichier, l'onglet édition, l'onglet affichage, l'onglet insertion, l'onglet format, l'onglet outils, l'onglet extension qui permet de personnaliser le logiciel et d'ajouter des extensions du type un traducteur par exemple. Et puis on a une fonction aide où là vous pouvez poser des questions dans le support de Google. Donc au niveau de la page, vous voyez que quand je clique sur ma page, le curseur il est directement programmé à 2,5 de largeur, 2,5 de hauteur. C'est pour ça que le curseur est ici. C'est qu'en fait c'est comme une machine à écrire, le curseur se positionne au début du document en fonction de la marge. Ce qui fait que si je prends la petite flèche bleue qui est en haut et que je la décale sur la gauche comme ça, hop, vous voyez, ça décale le curseur. C'est-à-dire que mon texte va commencer un peu plus sur le côté gauche. Alors je vais écrire un petit peu de texte simplement. Hop, je vais écrire cours sur Google Doc. Je vais sauter une ligne. Et en dessous, je vais mettre objectif de la formation. Hop, en dessous, je vais mettre un tiret. Espace, vous avez vu, quand on fait espace, il va directement décaler sur la droite le tiret. Et donc, on va mettre 2 ou 3 objectifs. Donc, découvrir le logiciel Google Doc. Utiliser les fonctionnalités. Mettre en forme le texte du document. Alors une fois que j'ai écrit ce texte, on va voir que les premiers outils qu'on utilise le plus souvent, c'est les outils de mise en forme du texte. C'est-à-dire que par exemple, je vais pouvoir sélectionner le titre, et je vais pouvoir par exemple, ici, si j'appuie sur la lettre B, je vais pouvoir mettre le titre en gras. Ça veut dire que ça va le mettre en texte plus épais. Ici à côté, on a le I, ce serait pour italique, puis le U, c'est pour souligner. À côté, là où c'est écrit 11, c'est la taille de la police. Je peux augmenter la taille comme ça, pour grossir le texte, et puis je peux appuyer sur le petit moins à côté pour réduire le texte. Ici où c'est écrit Arial, c'est le type de police, c'est-à-dire c'est la calligraphie utilisée. Si je clique dessus, vous voyez, on a plein de types d'écriture, on peut même en rajouter, mais je vais pouvoir par exemple écrire en Montserrat semi-gras, et hop, ça me change automatiquement la police du texte que j'ai sélectionné. À bien noter que le logiciel, et puis l'ordinateur en général, a toujours besoin qu'on sélectionne le texte avant pour le mettre en forme. Puisque si ici je mets du gras, il ne comprend pas quelle partie je veux mettre en gras. Donc il faut toujours bien sélectionner le texte avant d'appliquer des modifications. Petit raccourci pour gagner du temps, si vous cliquez 2 fois sur un mot, ça sélectionne le mot.
Si vous cliquez 3 fois sur un mot, ça prend toute la phrase, ce qui peut être pratique, surtout si vous avez un peu de mal avec le clic de la souris. Donc, on a mis le texte en police Montserrat, en taille 14, on l'a mis en gras, italique, souligné. À côté ici, vous verrez qu'il y a un A souligné, c'est écrit couleur du texte. Quand vous passez votre souris sur un des boutons, vous pouvez changer la couleur du texte. Si je clique dessus, j'ai plusieurs couleurs, je vais mettre par exemple, c'est Google Doc, on va le mettre en bleu pâle, comme ça, bleu clair. Et vous voyez, ça change la couleur du texte. Faites attention à ne pas utiliser la petite pipette qui est à côté. La petite pipette qui est à côté, c'est une option de surlignage. Donc c'est comme un stabilo, mais vous verrez que ça fait des choses qui datent un peu d'un autre temps. C'est pas forcément très joli. Je vous montrerai après plutôt qu'on peut modifier la trame de fond et ça va prendre de la couleur sur toute la ligne plutôt que juste mettre un coup de stabilo sur le texte. Là par exemple, j'ai fait une erreur. Pour revenir en arrière, le plus simple c'est d'aller tout en haut à gauche. Vous voyez, il y a deux petites flèches et il y a une flèche qui s'appelle annuler. Et quand je clique dessus, ça annule la dernière modification que j'ai faite. Ce qui fait que si je reclique en arrière, vous voyez, ça renlève toutes les modifications qu'on a faites. Et si je suis retourné trop en arrière, on a une flèche rétablir, revenir en avant, et donc je peux réavancer. Ce qui fait que c'est pas grave si vous faites des erreurs, puisqu'à tout moment on peut annuler une faute de frappe, une mauvaise manip, pour revenir à la version précédente. Ici vous verrez qu'il y a une petite imprimante, si on veut imprimer, on verra ça plus tard, on peut vérifier l'orthographe, on peut appliquer un format au document, et puis le 100 là c'est pour zoomer. Si par exemple vous avez un peu de mal à voir parce que c'est écrit trop petit, vous pouvez augmenter le zoom à 150, et vous voyez ça rapproche le texte sans grossir la taille du texte, mais ça met un zoom sur la page pour qu'on puisse y voir plus clair. Et puis à côté il y a des styles, le style titre, sous-titre, ça permet de programmer la police, la mise en forme des titres, des sous-titres, pour ne plus avoir besoin à chaque fois d'aller régler police Montserrat, taille 14, gras, tout ça. On peut configurer ces titres et une fois que c'est fait, on pourra toujours réutiliser le même modèle. Donc là, on l'a mis en gras italique souligné en bleu, taille 14 en Montserrat. Si on se décale un petit peu encore, ici vous verrez qu'il y a des petits traits et c'est l'alignement du texte. Là par exemple, moi comme c'est le titre du document, je vais vouloir centrer le texte. Hop, je clique dessus, vous voyez, j'ai plusieurs options. Nous, on est aligné à gauche, puisqu'on écrit de gauche à droite, mais je pourrais très bien aligner à droite, et vous voyez, hop, ça bascule le titre automatiquement sur le côté droit. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est plutôt le bouton du milieu pour aligner au centre. Et hop, ça met mon titre directement au centre de la vidéo. Le quatrième bouton, il s'appelle justifier. Ça, c'est plus quand vous avez des gros documents du type une lettre. Ça permet d'aligner autant sur la gauche que sur la droite, c'est-à-dire qu'il va arrondir un peu les espaces entre les mots pour vous permettre d'avoir un texte qui est un peu plus uniformisé et ça fait un texte un peu plus carré à la fin. C'est un peu plus joli que si tout le texte est regroupé sur le côté gauche du document. Donc on peut centrer le texte comme ça. Je vais prendre les objectifs de la formation en dessous, puis pareil, je vais les sélectionner comme ça, de gauche à droite. Sinon, pour rappel, si je clique 2 fois sur un mot, ça sélectionne le mot. Si je clique 3 fois sur un mot, ça sélectionne toute la phrase. Et je vais le mettre en gras et en souligné. Puis on va le monter un petit peu, parce que c'est un sous-titre, on va le mettre taille 12. Donc voilà pour la première partie qui correspond à l'édition et à la mise en forme de mon texte. Donc je peux mettre de la couleur, changer la taille, changer la police, mettre en gras, en souligné, en italique. Je peux décider d'aligner le texte à gauche, au milieu ou à droite. On peut déjà faire pas mal de choses avec ça. Si en dessous, je veux par exemple mettre la liste des onglets qu'on va pouvoir utiliser, je vais écrire liste des onglets. Hop. Donc je vais recopier les onglets qui sont en haut. Donc on a dit qu'il y avait fichier, édition, affichage, insertion, format, outils, extension et aide. Donc là vous voyez que j'ai fait une faute volontairement à affichage. Quand on fait une faute sur un mot, s'il est souligné en rouge, c'est qu'il y a une faute d'orthographe ou de grammaire et de ponctuation. Si je clique sur le mot, il me propose automatiquement la correction. Alors c'est une suggestion, il faut vérifier, c'est quand même un ordinateur, hein. Il y a des fois, surtout que c'est des Américains, donc ils comprennent peut-être pas toutes les subtilités de la langue française, donc faites notamment attention avec les accords, sur le participe passé, les choses comme ça. Sinon, sur des mots comme ça, quand il y a une faute de ponctuation, une lettre en trop, vous pouvez lui faire confiance et vous gagnez du temps, il y a juste à cliquer dessus, et il change automatiquement la correction de l'orthographe. Cette liste d'onglets, là, je vais pouvoir lui mettre des puces devant, c'est-à-dire des petits tirets. Pour ça, je peux sélectionner tous les onglets, puis je vais aller en haut à droite ici, vous verrez qu'il y a 3 petits points, ça s'appelle une liste à puces. Si je clique sur la flèche qui est sur le côté, j'ai plusieurs options, et vous voyez, j'ai plusieurs symboles qui vont me permettre de, si je clique là par exemple, hop,
en un seul clic, de mettre un symbole, une puce, devant chacune des indications qu'on a écrites avant. On voit aussi que ça a décalé un petit peu le texte à droite, on le voit en haut dans la marge avec la flèche bleue. Si vous voulez le ramener à gauche, hop, je clique, je décale à gauche, et je ramène mes onglets sur la gauche. Donc de temps en temps, Google vous donne des aides. Vous voyez, là j'ai sauté une ligne, je ne veux plus l'onglet, alors soit je peux effacer comme ça, sinon le plus simple c'est de rappuyer sur le bouton puce pour qu'il enlève la puce. Donc on va voir un peu les fonctionnalités qu'on a dans le logiciel pour aller un peu plus loin, pour les documents un peu plus complexes. Avec la partie qui est ici, on peut déjà faire beaucoup de choses et la plupart des fois où vous allez créer un document, vous allez vous servir uniquement de ces parties-là. Si on clique sur Fichier, alors on a plusieurs possibilités. On peut créer un nouveau document, on peut ouvrir un document qu'on avait déjà créé, on peut créer une copie de celui-ci. Si par exemple on veut en faire en 2 versions, je peux copier ce document pour le dupliquer et pouvoir faire des modifications sur une des 2 copies. Ce qui est intéressant avec Google, c'est que je peux le partager ici avec d'autres utilisateurs. Donc je peux entrer leur mail et ils auront accès soit pour consulter le document avec leur mail, soit pour même le modifier. Vous aurez des options pour partager. Puis en dessous, on a même publié sur le web, ça veut dire qu'on peut même se servir de Google Doc aujourd'hui pour créer une version d'un site web et pouvoir partager la page en ligne. On peut également envoyer par mail le fichier, et puis on peut le télécharger. Ce qui est intéressant avec Google Docs, c'est qu'il traduit automatiquement le format. C'est quand vous allez vouloir le télécharger, il va vous proposer soit de télécharger au format Word si sur votre ordinateur vous avez Microsoft, format Open Document si vous utilisez OpenOffice, en texte simple, en PDF, en page web. La plupart du temps, vous allez le télécharger en version Microsoft Word. On peut renommer le document, on n'est pas obligé de passer par là, on peut cliquer directement en haut sur le titre et puis on peut appliquer des modifications. On peut déplacer le document, c'est-à-dire on peut le réorganiser dans l'espace du Drive pour le mettre à la place qu'on a envie. On peut ajouter un raccourci dans le Drive, on peut le placer dans la corbeille, et puis ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a l'historique des versions, qui fait qu'on peut revenir en arrière, si on a fait des modifications qu'on ne voulait pas, on peut revenir, je sais pas, une demi-heure en arrière, pour revenir à la version qu'on avait il y a une demi-heure. En dessous, on pourra avoir les détails du document, notamment le nombre de mots, la taille, des choses comme ça. On peut changer la langue, et traduire automatiquement le document. Puis on a un bouton ici, on peut configurer la page, donc plutôt la taille de la page. Et enfin, on a un bouton imprimer. Vous verrez que sur certains boutons, par exemple là, j'ai un petit logo avec la lettre P. C'est un raccourci clavier, on les verra après. Moi, comme je suis sur Apple, il me met le logo du bouton commande. Vous, en général, si vous êtes sur un ordinateur PC, un Asus, un Acer, un HP, ce sera plutôt les raccourcis avec la touche contrôle en général. Ça, c'est pour l'onglet fichier. Ensuite, on a un onglet d'édition. Donc, dans l'onglet d'édition, on va pouvoir retrouver des boutons qui sont déjà présents sur la page d'accueil, qui sont un peu plus poussés, notamment annuler, rétablir, et puis on aura toute une partie pour copier, coller, couper, coller, coller sans mise en forme ou tout sélectionner. Et encore une fois, il vous propose ici des raccourcis sur le côté. Par exemple, si j'appuie sur, je sélectionne du texte, j'appuie sur CTRL-C, ça copie. Si je me mets en dessous, que j'appuie sur CTRL-V, ça colle. Ça va plus vite que de sélectionner, de faire clic droit, copier, aller à l'endroit où je veux dupliquer le texte, clic droit, coller. On verra un petit peu plus loin les raccourcis. Là, si je veux faire marche arrière, je peux cliquer sur la petite flèche retour arrière. Donc pas grand chose d'autre à montrer dans l'onglet édition. Dans l'onglet affichage, vous allez pouvoir changer les modes. Par exemple, ici, nous sommes en mode édition, puisqu'on est en train d'éditer le document. Mais on peut avoir un mode suggestion. Si vous travaillez à plusieurs, les personnes vont pouvoir suggérer des modifications. Chacun aura une couleur et on verra qui a ajouté quelle partie sur le document. Et enfin, on a une partie affichage qui permettra de lire, imprimer ou simplement consulter le document final. Ici, vous avez des petites cases à cocher, notamment si, j'aurais pu vous le dire au début, si vous ne trouvez pas la règle sur le côté gauche et en haut, la règle c'est la numérotation qui est là, on peut la cocher ici, vous voyez? Donc si je remonte, affichage, je vais dans règle, je coche et ça fait apparaître la règle. On peut aussi afficher le plan. Le plan, c'est le bouton qui est sur le côté. Ça veut dire qu'une fois qu'on aura créé des sous-titres dans le document, quand je clique, il me crée un plan du document avec des chapitres, des choses comme ça, ce qui est extrêmement pratique si vous créez un dossier un peu plus complet qu'un simple document. On peut aussi ajouter une barre d'outils d'équation. Ça vous servira peut-être pas forcément, afficher des caractères non imprimables et mettre en plein écran. Ça, c'est pour l'onglet affichage, rien de très intéressant.
On va passer à l'onglet Insertion qui, lui, va beaucoup plus vous intéresser. Ici, on va pouvoir insérer plein de choses dans notre document. Des images, des tableaux, des dessins, des graphiques, des lignes, des émoticônes. Eux, ils appellent ça des chips intelligents, mais ça va être en fait des données, par exemple une date, un fichier contact, des choses comme ça. On peut ajouter des menus déroulants. Si par exemple vous créez un questionnaire et que vous voulez donner la possibilité à ceux qui consultent le document de faire des choix. On peut insérer des notes en bas de page, puis on a des éléments de base qu'on peut insérer, notes de réunion, brouillon d'email, feuille de route du produit, il vous donne quelques modèles. On va avoir des caractères spéciaux, c'est des symboles, vous verrez que c'est très pratique des fois. On peut ajouter une équation, un filigrane sur le document, par exemple mettre le document est confidentiel, ou un brouillon, ou facture payée, il y a plein de possibilités, on peut mettre en fond, vous savez, des fois sur les diplômes, il y a la couronne de laurier de Jules César qu'on met en fond en filigrane et qui va permettre de montrer que c'est un document officiel. On va voir qu'on peut ajouter une en-tête et un pied de page, ça va être par exemple l'en-tête du document, je vais pouvoir ajouter le titre de document. L'avantage de l'en-tête, c'est que tout ce qui va être enregistré dans l'en-tête, ça va se reproduire sur toutes les pages. Pareil pour le pied de page, si par exemple vous mettez votre nom, vous n'aurez pas besoin d'écrire sur toutes les pages, tout ce qui est dans l'en-tête et le pied de page, je vous montrerai après, ça va se reproduire sur toutes les pages. Et puis on a pareil la fonction numéro de page, on va pouvoir numéroter le document, notamment si vous écrivez un livre ou quelque chose comme ça, ou une plaquette de communication avec des numéros de page, c'est très pratique, notamment si vous faites tomber les pages une fois que vous les avez imprimées, c'est très pratique pour les remettre dans l'ordre. Donc ça, c'est pour la partie insertion. Alors on va faire quelques tests, par exemple. Si je veux insérer une image, j'ai plusieurs possibilités. Je peux importer une image depuis mon ordinateur, ou je peux la rechercher sur le web, je peux aller dans mon espace de stockage Google Drive, je peux utiliser les photos qui sont enregistrées dans Google Photos, souvent c'est des photos qui ont été synchronisées de votre téléphone vers votre ordinateur, à partir d'un lien, d'une URL, donc je peux par exemple prendre le logo d'une entreprise en mettant directement le lien de l'image, puis on a même une fonction appareil photo où je peux prendre en photo mon écran et je pourrais insérer directement la photo que je viens de prendre dans le document. Nous là ce qu'on va faire, c'est qu'on va rechercher sur le web, il m'ouvre une petite partie Google Images sur le côté, vous voyez, avec un bouton rechercher. Comme on fait un cours sur Google Doc, je vais taper logo Google Doc. Il fait sa recherche, il va me trouver plein de logos sur le côté, ça évite de sortir du document pour aller sur Internet, et je vais pouvoir par exemple prendre le logo là, je clique dessus, insérer, création de l'image, et vous voyez, il m'insère le logo directement dans le document. Quand on insère une image, souvent elle est assez grosse, d'ailleurs plus elle est grosse, plus elle est de meilleure qualité. Si je clique dessus, on a des petits points qui arrivent au bord de l'image, vous voyez. Ces petits points ils vont me permettre de redimensionner mon image. En général, il vaut mieux prendre les angles. Parce que si j'avais pris la photo d'un visage, si je prends le point sur le côté et que je ramène sur la gauche, en fait ça va compresser le visage de la personne et on va perdre les proportions. Donc souvent, quand on met des images, ce qui est intéressant, c'est de plutôt prendre un des angles et de remonter en diagonale. Et vous voyez comment ça fait, ça va autant diminuer la largeur que la hauteur, donc l'image ne va pas être modifiée, ça garde les proportions. Donc je vais le réduire encore, hop, vous voyez, la repasser sur la page 1. J'ai mon logo, puis je vais pouvoir me mettre sur le logo, vous voyez, il y a une croix noire, tenir appuyé, décaler mon logo, je vais pouvoir le remonter en haut du document. Le logo, il est considéré comme du texte. C'est pour ça que vous avez du mal à le positionner là où vous voulez, parce que lui, il va vous proposer, en fait, vous voyez, il y a le curseur qui bouge, de le positionner comme si vous déplaciez du texte. On peut lui demander de mettre plutôt l'image devant le texte, c'est-à-dire qu'on va dissocier l'image du contenu, et là, vous verrez, on peut la déplacer beaucoup plus facilement. Pour ça, en dessous, on a des petits boutons, aligner, retour, intercaler, et on a un bouton, le dernier, c'est celui que je vous conseille, on peut le mettre devant le texte. Quand je clique devant, hop, vous voyez, l'image est devant le texte, et là maintenant je peux la déplacer par-dessus, elle est complètement dissociée du document. Ce qui me permet d'aller la mettre par exemple tout en haut à droite. Voilà. Bien sûr, ça marche de la même façon si vous insérez un élément que vous aviez sur votre ordinateur. Ça, c'était pour la partie image. Ensuite, vous allez avoir la partie tableau, par exemple. Alors la partie tableau, c'est très pratique, il faut bien se mettre là où on veut insérer son tableau. Je vais sur insérer, insérer mon tableau. Vous voyez, il vous met un quadrillage.
Il va vous permettre de choisir le nombre de cases que vous voulez dans votre tableau. On appelle ça des cellules en général. Donc par exemple, si je veux un tableau avec 2 colonnes et 5 lignes, vous voyez, plus je descends, plus il ajoute, mettre par exemple 10 lignes. J'ai juste à cliquer sur le carré et hop, ça m'insère automatiquement mon tableau. Si vous avez oublié une ligne ou une colonne, c'est pas grave, vous verrez que sur le côté, vous allez avoir des petits plus qui vont me permettre, vous voyez là, le petit plus, ça me permet d'insérer une colonne, je rajoute une colonne. Si je veux la supprimer, je peux faire dessus clic droit. Vous voyez là, j'ai plein d'options, insérer une ligne en dessus, en dessous, une colonne à gauche, à droite, puis je peux supprimer soit la ligne, soit la colonne, soit le tableau en entier. Là, je vais mettre supprimer la colonne et il me repasse un tableau à 2 colonnes. Donc dans la première case du haut, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous donner une liste des principaux raccourcis clavier et ça vous aidera à aller plus rapidement dans votre exécution sur Google Docs. Donc je vais écrire raccourci clavier. Je descends, je vais écrire document, description, pardon. Je reprends. Donc, je vais aller dans la case d'en dessous, je vais écrire description. Si vous voulez passer plus rapidement à la case de droite sans utiliser la souris, vous pouvez utiliser la touche tabulation de votre clavier, les deux flèches qui se croisent, ça passe directement dans la case de droite. Ici, on va écrire touche du clavier. Vous verrez qu'en haut, j'ai volontairement écrit raccourci clavier dans une case et vous vous demandez peut-être à quoi sert la case blanche qui est à côté. C'est qu'à terme, en fait, je vais lui demander de transformer ces deux cases en une seule. Donc là, on va mettre les principaux raccourcis clavier. Donc par exemple, ouvrir un document. Je descends. Imprimer un document. Donc il y en a beaucoup des raccourcis clavier. Je vais vous donner les principaux que vous serez amené à utiliser au quotidien. Annuler la frappe, ça correspond à la petite flèche retour arrière qu'on a vu précédemment. Et rétablir la phrase, c'est la flèche retour en avant. Et on avait vu, quand il se met en rouge, là il manque l'accent, juste à cliquer sur le mot, il me propose une suggestion. On va pouvoir rechercher dans le document, notamment dans les documents qui sont longs, si vous cherchez une ville, un terme, un nom, quelque chose en particulier. Ensuite, on a les très connus et très utiles copier-coller, qu'on va utiliser souvent. Donc copier, ça va permettre de dupliquer du texte, je le copie à un endroit, puis je vais faire un doublon ailleurs, alors que couper, je vais prendre le texte à un endroit, et je vais aller le coller ailleurs, ça va le déplacer. Donc copier, en fait, c'est pour dupliquer, couper, c'est pour déplacer. Dans les deux cas, à terme, on va devoir coller, c'est-à-dire mettre à l'endroit qui nous correspond et qui nous convient, le texte ou l'image, ou l'élément qu'on a voulu déplacer ou dupliquer. Et puis je vais en mettre 3 autres aussi, donc il faut que je rajoute 3 lignes. Donc je vais soit me mettre sur le côté gauche, il y a un petit plus, insérer une ligne en dessous, il insère une ligne. Sinon, vous pouvez me mettre dans la case, faites clic droit. Là, vous voyez, insérer une ligne en dessous, il insère une ligne. Bon, en général, ça va plus vite de cliquer sur le petit plus. Voilà, j'insère 3 lignes. Je me mets dedans et on va mettre gras, texte en italique, texte souligné. Il y en a plein d'autres, des raccourcis, c'est les principaux qu'on utilise tout le temps, mais si vous tapez raccourci clavier Google Docs sur Internet, vous trouverez facilement des documents avec une liste de raccourcis que vous pourrez même imprimer, si c'est plus facile pour vous d'avoir le document à côté de vous. Et donc là, sur le côté droit, on va écrire les touches du clavier qui correspondent aux raccourcis. Alors si vous êtes sur Apple, ce sera avec la touche commande à chaque fois. Si vous êtes sur un ordi Microsoft, ce sera avec la touche contrôle. Donc le raccourci pour ouvrir un document, c'est contrôle plus la lettre O, comme ouvrir. Si par exemple je teste, que je fais CTRL plus O, vous voyez, il vous ouvre un menu, ouvrir un fichier. Ça revient exactement au même que d'aller dans Fichier en haut dans l'onglet et mettre Ouvrir, sauf qu'on gagne du temps, vous faites CTRL O et ça ouvre directement un document récent. Pareil pour imprimer le document, ça va être CTRL plus P. Comme c'est de l'anglais, P c'est pour print imprimer. Si je fais CTRL plus P, ça m'ouvre l'onglet impression avec la mise en page qui me permet d'imprimer. D'ailleurs, vous avez vu, j'ai mis ouvrir un document, mais j'ai pas mis créer un nouveau document. Donc on va devoir insérer une ligne entre les deux. Pour ça, j'ai deux choix. Soit je me mets sur description et j'insère une ligne en dessous. Soit je me mets sur ouvrir un document, je fais clic droit et je mets insérer une ligne au-dessus. Ça insère une ligne ici. Et je vais mettre créer un nouveau document. Alors là, vous l'avez peut-être deviné, le raccourci, ça va être CTRL plus la lettre N
pour news ou nouveau. Donc ça, c'est pour créer, ouvrir, imprimer. CTRL-N, CTRL-E, O, CTRL-P. Annuler la phrase, ça va être CTRL-Z. Donc c'est toujours avec la touche CTRL. Rétablir la phrase, ça va être CTRL+Y. Si vous mettez votre onglet sur votre souris, sur les onglets là-haut, par exemple sur le petit bouton imprimer, vous voyez qu'entre parenthèses, il met le logo commande, CTRL, et la lettre P, ça veut dire que quand il y a un raccourci qui est disponible, il vous l'affiche. Par exemple, là on vient d'écrire rétablir la frappe, vous voyez, annuler, c'est CTRL-Z. Si vous voulez rechercher dans le document, ça va être CTRL+F. Pourquoi F? Pour find, pour trouver. Si je fais CTRL-F, ça m'ouvre un petit menu recherche. Par exemple, je cherche un élément particulier dans un gros document. Ça va me permettre de gagner du temps. Et il va m'afficher, par exemple, si j'écris document, vous voyez, il me dit qu'il y a 4 endroits, il me le souligne en vert. Il y a 4 endroits où j'ai écrit document. Et puis là, avec les petites flèches, je peux passer de l'un à l'autre. Ce qui permet, quand on a un document de 30 pages, d'aller plus facilement rechercher une information. Si je veux fermer cette partie, il y a une petite croix sur le côté. Je ferme la partie recherchée. Alors copier, couper, coller, c'est très utile. Ça va être CTRL+C pour copier, CTRL+X pour déplacer, c'est-à-dire pour couper, et pour coller, ce sera toujours CTRL+V. C'est exactement les mêmes raccourcis que si vous utilisez un autre logiciel de traitement de texte, et d'ailleurs ceci, copier, couper, coller, il ne marche pas que sur le logiciel de traitement de texte. Si vous écrivez un mail, vous pouvez les utiliser. Quand vous remplissez des informations sur un logiciel, vous pouvez les utiliser. Mettre en gras, ça va être CTRL+G. Mettre en italique, ça va être CTRL+I. Et enfin, CTRL+U sera pour souligner. Alors pourquoi pas CTRL+S? Parce que là, ça s'enregistre automatiquement, mais sur les logiciels de traitement de texte, en général, on fait CTRL+S pour sauvegarder. Ça ouvre directement le menu d'enregistrement. Là, si je le fais, il ne se passe rien parce que sur Google, l'enregistrement se fait automatiquement, donc on n'a pas besoin d'enregistrer notre document. Donc là, on a rempli le tableau. Maintenant, on va le mettre un petit peu en forme. Par exemple, si vous mettez sur une ligne, vous voyez là, il me met une double flèche noire. Je peux tenir appuyé avec ma souris. Si je décale à gauche, comme ça, hop, vous voyez, ça agrandit une colonne. Si je mets de l'autre côté, je tiens appuyé, je vais vers la droite, ça élargit la colonne de gauche. Ça marche pareil pour les lignes. Si je me mets là, j'ai la petite flèche noire, je peux descendre et je vais pouvoir agrandir ma colonne. OK ? Ensuite, ce qui va m'intéresser, moi, c'est d'apporter des couleurs de fond pour qu'on puisse voir les titres et les mettre en valeur. Pour ça, je vais pouvoir sélectionner les deux cases, vous voyez, donc pour ça, je me mets dans une des cases, je tiens appuyé et je sélectionne description et touche du clavier. Je vais faire un clic droit, par exemple, et là, je vais avoir plein d'options qu'on a déjà vues avant. Mais sinon, je peux aller directement en haut. Je vais cliquer sur les 3 petits points qui sont là. Parce qu'il n'y a pas tous les boutons en fait dans la barre de tâches. En général, on appelle ça le ruban en haut. Donc dans le ruban, je clique sur les 3 petits points, j'ai des options pour le tableau. Et là, vous voyez, on a un petit pot de peinture. Ça va permettre d'insérer une couleur à l'arrière-plan. Donc c'est très pratique dans les tableaux parce qu'il va automatiquement remplir les cases. Si je clique, j'ai plein de couleurs, je vais pouvoir par exemple choisir du bleu comme ça. Et hop, ça colorie les cases. Pareil pour raccourci clavier en haut, je vais cliquer dessus, cliquer sur les 3 petits points, option du tableau, la petite pipette avec le pot de peinture, je vais le mettre plutôt en jaune-orange et me colorer automatiquement la case. Ici, je vous avais dit qu'on avait 2 cases puisqu'on a un tableau en 2 colonnes, sauf que pour le titre, comme j'ai qu'une seule information, je voudrais qu'il n'y ait qu'une seule cellule, qu'une seule case, donc je vais devoir transformer ces 2 cases en une seule. Pour faire ça, je vais devoir les sélectionner pour indiquer à l'ordinateur que c'est ces 2 cases que je veux regrouper. Je vais faire clic droit. Et là, vous allez avoir un bouton qui s'appelle fusionner les cellules, donc il va prendre 2 cases et les fusionner en une seule. Avant de faire ça, il faut toujours qu'il y ait du texte que dans une seule des cases, sinon, comme il va en garder qu'une, il va supprimer le texte de la seconde case. Donc, dans les logiciels de bureautique, que ce soit Word, Excel, Google Doc,
Les cases d'un tableau, on appelle ça des cellules. Je clique dessus, fusionner, vous voyez, hop, il m'a transformé mes 2 cases en une seule case. Puis là, pour que ce soit un peu plus joli, je profite que mon texte est toujours sélectionné. Je vais pouvoir le mettre en gras. Puis ici, vous vous rappelez, il y a la partie alignement. Je vais l'aligner au centre, c'est un peu plus joli. Ça, il me le met au milieu de mon tableau. Raccourci clavier. Voilà, comme ça, quand vous imprimerez, on aura vu comment faire un tableau, on aura vu les raccourcis clavier, puis vous pourrez imprimer le cours pour avoir un tableau avec les principaux raccourcis clavier si ça vous intéresse. Donc ça, c'était pour insérer un tableau. Si je me mets un peu plus bas, on va voir ce qu'on peut insérer d'autre. On peut insérer par exemple un dessin. Donc en fait, si je mets nouveau dessin, il va m'ouvrir une page blanche sur laquelle je vais pouvoir dessiner des choses comme ça, des carrés. Donc vous voyez, là, il y a un bouton forme par exemple. Je vais pouvoir prendre un cœur par exemple. Je vais tracer, dessiner mon cœur, voilà. Alors on a plein d'autres options, hein. On peut changer les points, on peut faire tourner le cœur ici. On peut insérer des formes comme ça. Je mets enregistrer et fermer, hop, et il m'insère mon dessin. Alors là, j'ai utilisé une forme, hein. C'est quelque chose qu'on utilise très souvent, parce que c'est des formes préprogrammées, mais j'aurais pu créer mon propre dessin, et notamment, au lieu de partir sur les formes, on peut mettre des traits, on peut créer une zone de texte sur le côté, donc on a plusieurs types de traits. On peut même insérer sa propre image, puis là, dans Action, on a des options. Word Art, c'est des styles d'écriture, mais en gros, je peux dessiner une forme, et puis je peux l'insérer dans mon document. Donc là, j'ai mis un petit cœur. Le cœur marche comme une image, je peux prendre les petits points du côté, puis réduire la taille du cœur. Vous voyez, là, il y a un nouvel onglet qui est apparu dans le ruban qui s'appelle Options de l'image. Si je clique dessus, j'ai un menu qui apparaît sur le côté. Je peux régler la taille, la rotation, le retour à la ligne, automatiquement. Sinon, on peut cliquer directement sur Modifier ici, il va me rouvrir mon onglet de dessin pour modifier le dessin. Si là je vais sur les 3 petits points, il y a toutes les options de l'image, il m'ouvre le menu sur le côté, taille et rotation. Vous voyez, on peut vraiment régler au centimètre et au millimètre près, hein. On peut garder l'échelle, les proportions. On peut choisir comment on veut aligner notre image. Donc les formes, c'est comme les images. Moi, je vous conseille le plus souvent, c'est de la mettre devant le texte. C'est la manière la plus simple après de pouvoir la déplacer, puisqu'on peut la mettre par-dessus les choses. Voilà, tout simplement. Je vais mettre mon petit cœur ici. Voilà. On peut aussi insérer des lignes. On peut insérer des graphiques. Alors les graphiques, c'est plutôt quand on a un tableau avec des données. Puisque insérer un graphique, si j'ai pas d'infos et je veux mettre un graphique de l'évolution des ventes en 2024, c'est mieux que j'ai d'abord un tableau avant d'insérer le graphique, sinon il va devoir inventer des données. C'est-à-dire qu'il va créer mon graphique et après il va me demander de saisir les ventes de chaque mois. Très souvent, c'est pas dans ce sens-là qu'on le fait. On a un tableau avec le montant des ventes par mois et on va décider de le transformer en graphique pour avoir quelque chose de plus visuel. On a plein de types de graphiques, des graphiques à barres, on appelle ça un histogramme, en colonne, en ligne, une courbe. Graphique en secteur, c'est ce qu'on appelle en général le camembert, vous savez, c'est pour une répartition, c'est-à-dire sur 100% des ventes, 25% ont été réalisés à Lyon, 30% à Marseille, 60% à Paris, vous voyez. Donc on peut mettre des graphiques. Dans les emojis, vous avez des trucs assez sympas que vous avez l'habitude de voir sur vos smartphones, mais vous retrouvez tous les emojis. On va pouvoir insérer par exemple une petite étoile, et il m'insère mon emoji, ce qui est très pratique. On peut mettre un menu déroulant, on peut créer un menu déroulant, vous voyez, par exemple, état du projet, en cours, bloqué, tout ça. Alors vous n'en servirez peut-être pas souvent. Le problème de souvent ces logiciels de traitement de texte, c'est qu'il y a beaucoup de fonctionnalités, et que la plupart des fonctionnalités, ce n'est pas des fonctionnalités que vous avez utilisées. Mais je trouve que Google Docs ont quand même beaucoup simplifié les choses par rapport à Microsoft Word, où 90% des boutons ne servent à rien. Ici, ils sont quand même restés sur l'essentiel, mais il y a forcément des fonctionnalités que vous serez sans doute jamais amené à utiliser. Peut-être que vous créerez des menus déroulants. Moi, je m'en sers pas souvent. Voilà. Note de bas de page, ça va permettre de mettre une note en bas de page. Puis on peut mettre des éléments de base qu'on avait vu au début, une feuille de route produit, des révisions. Si je clique par contre sur caractères spéciaux, ça ouvre un menu, vous voyez, et on a plein de symboles, donc ça c'est très pratique. C'est un peu comme les emojis, mais on a des petites flèches, des petites bulles. Et puis on a plein de types de symboles. Symboles chinois, symboles latins,
script africain, on a plein de types, vous voyez, de police, des hiéroglyphes, des choses comme ça. Donc des fois, ça permet de faire des choses assez sympas. Et puis enfin, on peut insérer un lien, donc un lien vers un site. Soit on peut le copier-coller, soit je clique sur le lien, il va me demander d'insérer, par exemple, si j'écris www.google.fr, je mets appliquer, ça va insérer un lien. Je me suis trompé, c'est un point qu'il faut mettre. Et oui, il va directement me mettre un lien, et on pourra cliquer sur le lien pour arriver sur le site directement. Par exemple, pour en savoir plus sur notre entreprise, vous pouvez mettre le lien vers un site internet. Si c'est votre lettre de motivation, votre CV que vous faites, vous pouvez très bien ajouter un lien vers votre profil LinkedIn en ligne, par exemple, ou sur votre travail, sur quelque chose que vous avez produit, sur du contenu, sur une vidéo YouTube, quelque chose comme ça. Donc ça, c'était pour la partie insertion. Je vous laisserai aller fouiner un petit peu s'il y a des choses qui peuvent vous intéresser. Je ne veux pas passer trop de temps non plus dessus. On a aussi table des matières. Ça, c'est pour les gros documents. On va pouvoir créer une table des matières avec des chapitres. Et quand on clique sur le numéro du chapitre, ça vous emmène directement dans les pages correspondant au numéro de chapitre. Je vais passer à l'onglet format. Donc dans l'onglet format, on va retrouver les principaux boutons qui sont dans le ruban, donc gras, italique, souligné. On en a des nouveaux, par exemple barrer le texte, alors ça ne sert pas souvent, mais on peut le faire. Ce qu'ils appellent les exposants là, c'est par exemple si je veux écrire 10 puissance 7 ou des mètres carrés, des mètres cubes. Puis on s'en sert aussi quand on veut mettre une petite lettre, comme par exemple, vous savez, monsieur, un grand M avec un petit R, ou docteur, ou professeur. Ça sert pas souvent, on s'en sert plutôt pour les mètres carrés, les mètres cubes, les puissances, mais on peut s'en servir aussi pour écrire première, donc il va écrire un grand 1, et puis il va écrire le ERE en petit en haut. Ça permet de rendre le texte un petit peu plus joli. On va avoir la taille de la police, et on va avoir la mise en forme majuscule-minuscule. Ça, c'est très pratique si par exemple, là, le titre raccourci clavier, j'aurais voulu qu'il soit en majuscule, mais j'ai oublié de le mettre. Plutôt que de tout effacer, je peux sélectionner mon texte. Je vais dans Format, Texte, mise en minuscule, majuscule, et si je mets majuscule, hop, il me transforme le texte. Ce qui fait que si vous aviez par exemple laissé les majuscules et que vous avez écrit tout votre document en majuscule, plutôt que de tout effacer, vous pouvez sélectionner le texte et le retransformer soit en minuscule, soit lui mettre même la première lettre de la phrase en majuscule. On a aussi le style des paragraphes, donc on peut retrouver la partie style. Mettre des retraits, c'est si on veut décaler le texte à gauche ou sur la droite. Vous pouvez aussi utiliser la touche tabulation pour faire ça. L'interligne et l'espace entre les paragraphes, c'est si on veut espacer nos lignes. Plus et numéros, on l'a vu tout à l'heure, on peut ajouter les petits carrés, mais on peut faire pareil avec des numéros. Numéro 1, numéro 2, l'avantage c'est que dès que je vais sauter une ligne, il va passer au numéro 3, au numéro 4 automatiquement. Et dès que je vais effacer une ligne, il va automatiquement me remettre les numéros dans l'ordre. Donc ça s'appelle la numérotation et c'est vrai que c'est assez pratique. Puis on a des menus de type checklist, donc des cases à cocher. Puis on retrouve globalement ce qu'on a déjà vu, en tête, pied de page, numéro de page. Ce qui peut vous intéresser par contre, c'est ici l'orientation de la page. Si par exemple je veux écrire un tableau pour le planning de la semaine, là ma page elle est en version portrait comme on dit. C'est comme quand vous tenez votre téléphone droit, on peut tourner le téléphone pour mettre en version paysage, là c'est pareil pour la page, si je fais orientation de la page, format, paysage, OK. Vous voyez la page du dessous, il m'a tourné la page dans l'autre sens, ce qui fait que j'ai plus de largeur et moins de hauteur. Là, je vais faire marche arrière, c'était juste pour vous montrer, mais on peut orienter la page en mode paysage ou en mode portrait, c'est comme vous préférez. Et puis dans le format, on a aussi le menu tableau, on va pouvoir régler notre tableau, pareil pour l'image. Alors il faut toujours cliquer sur l'élément, si je clique sur l'image et je vais dans format, ça va débloquer la partie image, mais plus la partie tableau. Si une partie est grisée qu'on ne peut pas cliquer, c'est parce qu'il faut aller à l'intérieur. Donc je clique d'abord dans le tableau, si je retourne dans format, vous voyez, il y a le menu tableau qui est apparu et je vais pouvoir aller accéder aux options du tableau. Puis on peut supprimer la mise en forme, ça c'est assez pratique si vous avez mis en gras, en italique, en taille 24, tout ça, et que vous voulez revenir à du texte brut. Si je mets supprimer la mise en forme, donc je sélectionne ça par exemple, vous voyez, il me le remet en texte brut sans couleur
en gras. Je vais remettre comme ça. Donc ça, c'était pour l'onglet format. Ensuite, il nous reste la partie outils. Donc dans outils, vous aurez plein de choses. Par exemple, la correction grammaire et orthographe, ça permet de vérifier vos fautes. Vous pouvez compter le nombre de mots. On peut examiner les modifications suggérées, c'est si vous travaillez à plusieurs sur le document. On peut comparer des documents si on a plusieurs versions. On peut insérer des citations, on peut insérer une liste de tâches, on peut insérer des numéros de ligne, on peut explorer notre document, on peut insérer des objets, on a même un dictionnaire. Ce qui peut se passer, c'est que si vous avez par exemple un nom de famille qui n'est pas très commun, il va toujours vous le souligner en rouge, il va toujours le reconnaître comme une faute d'orthographe. Ça peut être aussi un nom de village ou des choses comme ça, il ne connaît pas tout. Et en fait, je vais pouvoir modifier le dictionnaire. Ça veut dire que si j'ajoute mon nom de famille ou le nom de ma ville dans le dictionnaire, derrière, il ne le reconnaîtra plus comme une faute. Traduire le document, c'est connecté directement avec Google Traduction et ça me permet de traduire ce document en anglais. Si par exemple, je choisis une langue, je dis que je veux de l'allemand, puisque je ne parle pas allemand, je mets traduire. Il va me créer un nouveau document Google Doc. Et vous voyez, il m'a automatiquement traduit le document. Alors, à vérifier, moi je ne parle pas allemand, je ne peux pas vous dire la qualité de la traduction, mais c'est quand même hyper pratique puisque je peux créer mon CV et en un clic le transformer en anglais et j'aurais plus qu'à aller voir un pro de l'anglais si vous n'êtes pas très à l'aise avec la langue pour pouvoir modifier les choses qu'il y a à modifier. Mais ça permet quand même de traduire un texte directement dans une autre langue. Je reviens sur le document en français. Donc on peut traduire le document, on a saisie vocale. Si vous n'êtes pas très à l'aise en termes de dactylo pour taper vite et que vous préférez, comme pour vos SMS, des fois faire une saisie vocale, je vais pouvoir cliquer sur saisie vocale. J'ai un petit micro qui apparaît, je clique. Hop. Il me demande si je suis prêt à utiliser le micro, je dis oui. Et là, je vais pouvoir écrire en parlant. C'est-à-dire, vous voyez, tout ce que je dis, il me le reproduit. Ce qui fait que si vous avez un texte en tête, vous pouvez rapidement écrire votre texte simplement en lui parlant et vous aurez juste ensuite à revenir mettre la ponctuation. Ça peut être très pratique si vous avez des idées et que vous voulez rapidement faire un brouillon. Vous pouvez juste parler comme ça et vous voyez, il est directement en train de m'écrire tout le texte et vous verrez qu'il ne fait pas tant d'erreurs que ça au fil des années. Ça s'est de plus en plus amélioré. Alors, pour l'instant, ils n'arrivent pas encore à lire dans notre tête, hein, mais on peut déjà dicter les choses et il va automatiquement l'écrire. Vous voyez, il met les accents, il met tout. Je clique sur le micro pour arrêter. Vous voyez, je viens d'écrire un pavé de 10 lignes juste en parlant et j'aurai juste à aller mettre la ponctuation, les majuscules. Là, j'ai la petite croix pour fermer cette partie. Puis, si je mets marche arrière, le problème, c'est qu'il va m'effacer les mots un par un. Donc là, je vais plutôt tout sélectionner. Je vais cliquer sur effacer. Puis, je vais réécrire raccourci clavier. Vous voyez, c'est quand même très pratique la saisie vocale. Moi, je m'en sers de plus en plus. On n'y pense pas toujours, mais ça permet quand même de gagner beaucoup de temps quand on doit écrire un mail, quand on doit rédiger un document, quand on doit écrire un livre. C'est quand même un outil qui est sympa et qui est de plus en plus performant, moi, je trouve, au fil des années. Enfin, dans Outils, on va avoir les paramètres de notification. Je peux être notifié si quelqu'un le lit. Je peux configurer l'accessibilité. C'est plutôt pour les personnes qui ont un handicap ou qui sont daltoniens, à pouvoir jouer sur les couleurs, des choses comme ça. Puis on a un tableau de bord des activités. Et en fait, on voit le nombre de vues, les gens qui ont lu le document, le nombre de gens qui ont laissé un commentaire, l'historique des partages. Bon, là, on n'a rien fait, mais c'est assez bien fait. On peut voir tout ce qui a été fait sur le document. Enfin, on a l'onglet extensions. Donc, dans les extensions, par exemple, modules complémentaires, vous allez pouvoir télécharger des modèles complémentaires, par exemple, intégrer Wikipédia directement ou intégrer des outils. Donc, il y en a des milliers qui existent. On est sur le Google Workspace Marketplace. Par exemple, on a Loom, un outil pour enregistrer l'écran, traduction par IA, partager les documents. Asana, c'est un logiciel de gestion de projet, mais on va pouvoir connecter, en fait, le Google Doc avec d'autres logiciels. La Salesforce, c'est un CRM de gestion de la relation client. Et on en a plein des comme ça. Zoho Notebook, des choses comme ça. Miro, c'est un tableau blanc sur lequel vous pouvez écrire. Donc il y a plein d'outils que vous pouvez connecter avec Google Doc. Donc là, je ne vais pas le faire, je vais fermer, mais ça pourra peut-être vous servir. Et enfin, dans Aide,
vous pouvez rechercher des éléments dans le menu, demander de l'aide directement dans le support de Google, puis il y a une partie formation pour être informé des mises à jour. Voilà, globalement, on a fait le tour des onglets. Donc moi, je vous invite à aller fouiller un peu plus en détail, à aller tester, puisqu'il y a plein de fonctionnalités. Moi, je ne sais pas exactement ce qui peut vous servir. On a plein d'autres boutons qu'on n'a pas testés ici, mais on a vu les principaux qui vont vous permettre au quotidien de travailler efficacement sur Google Docs. Ici, vous verrez qu'en haut à droite, on a un bouton partager. Là, c'est écrit moi uniquement avec un cadenas, ça veut dire que personne n'a accès au document. Si je clique sur la petite flèche sur le côté, je peux copier le lien et l'envoyer même par SMS à quelqu'un, ou je peux le partager, il m'ouvre un menu et je vais pouvoir taper l'email de la personne qui va recevoir l'accès au document et je peux choisir l'accès que je lui donne, limité. Donc nous, Boost Academy, c'est la société, donc tous les membres de la société. Sinon, on peut mettre tous les utilisateurs qui ont un lien, c'est-à-dire que toute personne qui recevra un lien vers le document pourra y accéder. Vous avez aussi une petite partie commentaires, donc si vous travaillez à plusieurs sur un document. La petite horloge là, c'est pour voir les dernières modifications. Et puis on a une caméra là, ce qui est assez pratique puisque là, par exemple, on aurait pu directement lancer une réunion et je pourrais, de ce document, démarrer une nouvelle réunion avec Google Meet, donc le logiciel de Google, qui autorise l'accès à la caméra. Voilà, et je pourrais directement, vous voyez, ça m'a ouvert le Google Meet à l'intérieur, je pourrais directement faire une visio avec quelqu'un sur le document pour qu'on travaille ensemble sur le texte. Donc c'est très pratique, c'est l'avantage de Google, c'est que comme c'est une suite de logiciels, tous les logiciels sont connectés entre eux, on peut passer de l'un à l'autre et les faire fonctionner ensemble. Donc c'est assez pratique. Pour revenir en haut à gauche sur les petits boutons, on a une étoile, ça permet d'activer le suivi, c'est-à-dire que vous verrez le document en priorité dans votre espace Drive. Ici, on peut le déplacer, c'est-à-dire si on veut le réorganiser dans notre espace de stockage. Puis ici, on voit l'état du document. Il dit qu'il ne peut pas être utilisé hors connexion, ça veut dire qu'on a besoin d'Internet pour aller dessus. Et toutes les modifications ont été enregistrées dans Drive. On voit que tout a bien été sauvegardé. Donc voici pour les bases du cours sur Google Docs. Il y aura encore plein de choses à dire dessus, mais je pense qu'avec ce qu'on a vu, vous pouvez déjà faire beaucoup de choses. Moi, je vous encourage à vous entraîner, puis à voir si vous préférez travailler sur Google Docs ou sur Microsoft Word ou sur OpenOffice. L'avantage de Google Docs, c'est qu'il est gratuit, vous n'avez pas besoin de payer une licence. Si vous n'avez pas de Apple, vous n'allez pas pouvoir utiliser Apple Page. Et puis Apple Page est très bien parce qu'il est très simple, mais le problème c'est que quand vous allez créer un document sur Apple Page, quand vous allez l'envoyer à quelqu'un qui lui est sur Microsoft, vous allez peut-être avoir des problèmes de compatibilité. Si vous n'avez pas de budget pour un logiciel aussi de traitement de texte, vous pouvez très bien télécharger la suite OpenOffice et LibreOffice qui sont gratuits et qui ont des équivalents avec des licences open source pour utiliser des équivalents de Word, Excel, PowerPoint, Notes. Il y a une dizaine de logiciels dans la suite de l'application. Mais l'avantage de Google Docs, c'est qu'il est en ligne, il est gratuit. Et puis, vous pouvez même le retrouver sur votre téléphone et vous êtes sûr que vous n'avez pas de problème de synchronisation. Si là, je crée sur cet ordinateur le document qu'on vient de faire, si je vais sur un autre ordinateur ouvrir avec le Google Doc le même document, je risque pas d'avoir de modification de la mise en forme ou de problème de compatibilité. Je peux consulter ce document de n'importe où, que ce soit sur mon téléphone, ma tablette ou en ligne. L'avantage, j'avais dit, c'est que c'est enregistré automatiquement, donc vous n'avez plus de risque, même si vous avez une coupure d'électricité ou de batterie, de perdre votre travail. Vous pouvez aussi facilement le partager avec un autre utilisateur par email et travailler à plusieurs dessus. Et puis, vous n'aurez pas besoin de souscrire à une licence. Pour moi, c'est les principaux avantages de Google Docs par rapport à Microsoft Word. Moi, j'aime bien Microsoft Word aussi, mais à vous de voir lequel vous préférez. Si on pense en termes de résultats, vous voulez créer une lettre de motivation, à la fin, il n'y aura aucun moyen de voir si elle a été créée par Google Docs ou par un autre logiciel. Mais c'est vrai que Google Docs, il est accessible à tout le monde, il est en ligne, il est pratique à utiliser. C'est pour ça que je tenais à vous présenter ce logiciel aujourd'hui. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser directement aux commentaires, sinon vous pouvez m'écrire un mail à l'adresse contact@boost-academy avec un y.fr. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et si vous avez d'autres idées de vidéos ou que vous voulez des compléments d'informations sur Google Docs, n'hésitez pas à me le faire savoir. Mais en recherchant un peu sur YouTube ou sur Google, vous trouverez plein d'autres informations de gens qui vous permettront d'aller voir un peu plus en détail le logiciel Google Docs. Et je vous dis à très bientôt dans un prochain cours sur les logiciels Google.